Les amis de Cœur Vallée, bonsoir tout le monde qui nous suivent sur Cœur Vallée. Ce soir, un nouveau mardi en lumière, comme habitué, pour échanger, autour de sujets enrichissants qui concernent l'humain. Et en ce moment, nous sommes en train de suivre des échanges avec le docteur Ilyes Parly, qui est l'invité de Cœur Vallée en ce moment-là, parce que nous échangeons à propos de son protocole hybride orthomoléculaire dans la prise en charge globale du patient. Donc c'est une nouvelle approche qu'il a mis en place avec d'autres médecins renommés et que nous sommes en train d'échanger à propos. Parce que c'est très enrichissant et c'est très bénéfique, mais en plus de ça, pour éclairer et préciser surtout le protocole, parce que il y a des enseignements qu'il est en train de donner partout dans le monde, et en l'occurrence en Tunisie le 1er et le 2 mai. Donc on va en parler plus tard. Mais ce soir, sans plus tarder, donc j'invite le docteur Ilyes Parly pour nous rejoindre et continuer nos échanges agréables et enrichissants. Bonsoir Samia, bonsoir Ilyes. Bonsoir, Aïda. Comment Merci. tu vas? Très bien, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, merci à toi d'être parmi nous aussi dans ce mardi en lumière. Oui, On, ravi. on devient habitué à ces rencontres-là avec toi et avec toutes les personnes qui nous suivent. Et je saisis l'occasion pour les remercier parce que c'est grâce à leur présence que ces échanges aussi peuvent être encore euh, plus diffusés dans le monde entier, en tout cas, parce que la particularité de l'information, quand elle est divisée, elle se multiplie. Et c'est grâce à toutes les personnes qui sont à l'écoute que ces informations peuvent arriver à leur récepteur ou à leurs personnes qui sont dans leur réception. Donc voilà. Je Sans- rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Tout à Health- fait. Healthy Together. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est la journée mondiale de la santé, mais on aimerait bien que tous les jours soient des journées mondiales de la santé et que tout le monde jouisse de sa bonne santé euh, pour justement jouir de sa propre vie, en tout cas comme on l'entend. Donc voilà. Et comme je disais au début, le protocole hybride orthomoléculaire que tu as mis en place avec d'autres médecins renommés est en train de justement de faire son expansion. Aujourd'hui, j'étais à l'écoute sur la chaîne 3 de Alger Oui, Radio tout pour à fait. écouter l'interview en direct. C'est très intéressant et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur en tout cas d'entendre euh, que ces connaissances-là font naissance à partir de l'Algérie ou de la Nord-Afrique aussi, et d'aller encore partout dans le monde parce que tout simplement le sujet de la santé, c'est un sujet qui n'obéit pas aux frontières. Donc Tout à c'est fait. quelque chose qui traverse les frontières et que intéresse tout le monde. Donc Oui. Et à partir de demain, donc du mercredi 8 avril au vendredi 10 avril, je vais enseigner le protocole hybride orthomoléculaire et l'approche thérapeutique intégrative à l'université de Temuşent pour les médecins oncologues, les médecins radiothérapeutes et les médecins chargés de la prise en charge des patients atteints du cancer
Donc, c'est une première internationale, l'enseignement du protocole hybride orthomoléculaire pour les médecins oncologues, qui va être un outil très important pour eux. Et voilà, donc ça sera 3 journées exceptionnelles demain à partir de 9 heures, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, les inscriptions sont closes parce qu'on a fait le plein il y a plusieurs jours. L'Université de Tmouchent a accepté exceptionnellement d'augmenter le nombre parce que la demande était importante. Donc, ça montre l'intérêt actuel. Et donc, le prochain rendez-vous après celui de ces 3 jours à l'Université de Tmouchent, ben, ça sera l'événement à Tunis du 1er au 2 mai. Voilà. Entre-temps, je vais faire une journée le jeudi, alors c'est je pense le 23 avril, avec le ministère de la Solidarité nationale à Témouchent, avec les médecins de la solidarité, dans une dynamique de prévention pour les wilayas de Oran, Témouchent, Radizen. Euh, ça sera Chlef, Radizen, Témouchent, Oran et Mostaganem. Et donc, c'est une dynamique intéressante. Voilà, le 23 à l'hôpital d'Oran, je participerai à la journée sur l'esthétique. Je vais parler des sénolytiques comme action vers le good aging, donc comment, c'est-à-dire renforcer le rajeunissement, hein, et voilà, et rester dans ces 34 ans à vie. À l'instant où on a atteint 34 ans, on reste âgé 34 ans, même si on a 123 ans. C'est ça le principe de l'importance des sénolytiques et comment permettre à une personne d'être à l'optimum de ses capacités, qu'elles soient physiques, biologiques ou mentales. Voilà. Ah, ça ouvre vraiment des perspectives vers plusieurs, en tout cas vers plusieurs champs d'action, que ce soit au niveau personnel ou plutôt au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment une très très belle initiative. Et je suis très contente aussi de prendre cette initiative et de t'inviter en Tunisie pour initier la diffusion et l'application du protocole auprès des médecins oncologues, des médecins spécialistes, en tout cas des médecins généralistes, des thérapeutes, des psychologues ou même des patients aussi et des Oui, personnes, les citoyens des conscients. citoyens conscients. Ben, sans Euh, oublier les pharmaciens, les les dentistes, voilà, dentistes, oui, oui, tout à tout fait. à fait. Donc, euh, et justement, il y a des questions pour assister. Il faut assister où? Ben, venez en Tunisie le 1er et le 2 mai à Tunis. Donc, vous trouvez toutes les informations sur la page Instagram et vous êtes les bienvenus. Il y a Inès aussi qui pose la question, quel est le sujet de ce soir? Donc, ce soir, on va parler des vitamines, les fameuses la fameuse approche ou le fameux apport vitaminique de l'approche globale thérapeutique, docteur Elias. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelle est la place des vitamines, en tout cas, dans cette approche et dans ce protocole global? Ben, les vitamines ont une place prépondérante parce qu'il ne faut pas oublier que les vitamines, parfois, l'organisme les considère comme les éléments de base, pardon, pour plusieurs actions. Et donc, ce soir, nous allons aborder la vitamine C et toutes ces actions, hein, qu'elles soient antioxydantes à dose nourricière, pro-oxydantes à dose thérapeutique, et donc permettant la lyse des cellules cancéreuses. Également, il faut savoir que la vitamine D est une préhormone, elle est à la base de la bonne santé. On abordera la vitamine E et son action anti-inflammatoire et sa corrélation avec la vitamine C, parce que c'est un cofacteur inversé.
Donc la vitamine E active la vitamine C active également la vitamine E, sans oublier que la vitamine E a besoin de la coenzyme Q10 pour être réactivée. On abordera la vitamine A, également le complexe B. Dans le complexe B, on a la B1, la B2, la B3. On abordera également la B5, la B6, la B8, B9 et B12. Donc, voilà, il y a tout un champ dans ce sens. Tout à fait. Et donc là, ça devient d'actualité en fait l'apport de la vitamine. C'est-à-dire aujourd'hui, le patient ou le citoyen conscient ou le citoyen lambda en fait a tendance à aller dans une pharmacie ou dans un endroit pour se procurer de la vitamine. Donc, quelles sont les bases? Quelles sont les bases à connaître pour les personnes qui nous suivent là maintenant? À part d'être professionnels, quelles sont les bases à suivre pour prendre des vitamines, Elias? Tout d'abord, il faut rappeler que, en principe, toute prise thérapeutique de vitamines doit être une prise thérapeutique efficace et personnalisée. Donc, sur la base d'analyse. Hein. En général, les analyses les plus recommandées, c'est le taux de vitamine D, vitamine B9 et vitamine B12. Hein. Donc, vitamine D, vitamine B9 et vitamine 12, B12. B12. Donc ça Ouais. doit être analysé parce que il y a un intérêt particulier pour adapter les doses et pour avoir un rôle préventif que je vais aborder. Et également pour avoir une efficacité. Aujourd'hui, on abordera également un autre thème. Beaucoup de médecins font parfois la confusion. Dans la même vitamine, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs formes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez avoir des oncologues qui vont recommander à leurs patients de ne pas prendre la vitamine B12, alors qu'il s'agit uniquement de la cyancobalamine. Tandis que la méthylcobalamine est indiquée. Donc, que ce soit dans toutes les maladies, y compris dans le cancer, mais surtout, par exemple, chez une femme enceinte, pour éviter tous les problèmes de santé que peuvent avoir un nouveau-né, que ce soit l'hydrocéphalie ou spina bifida. Donc, parfois, il est vraiment dommage que, en prescrivant la vitamine B12 ou la vitamine B9, on va prescrire la cyancobalamine, par exemple pour B12, et on oublie que c'est la méthylcobalamine qui est efficace et qu'on prescrit l'acide folique, par exemple, qui est la B9, mais on oublie que c'est la méthylfoldine, donc ce qu'on appelle le métafolique ou le tétrafolique, qui est efficace sur le plan neurologique pour la personne elle-même, mais surtout pour la femme enceinte, par exemple, pour les fœtus. Et que, par exemple, cette prescription ait lieu les 12 premières semaines de grossesse, parce que c'est là où la genèse organique se fait pour le fœtus. Et il ne faut pas oublier que, également, parfois, chez un couple qui a l'intention de programmer une grossesse, il faut que c'est-à-dire cette prescription soit faite avant même que la grossesse ne soit établie. Et ça, c'est une mesure de prévention. Il est quand même dommage de voir l'existence à nos jours de cas de hydrocéphalie, de cas de spina bifida, alors qu'une simple prescription adaptée de métafolique ou tétrafolique, c'est-à-dire la forme méthylée de la vitamine B9, et la prescription du méthylcobalamine, c'est-à-dire la forme méthylée de la vitamine B12, peut sauver des cas, sans oublier par exemple les enfants en hyperactivité, la forme méthylée de la vitamine B12 et la forme méthylée de la vitamine B9, et donnent d'excellents résultats, sans oublier également des cas de démence sénile chez les personnes âgées, ou, entre parenthèses, certains cas estimés comme maladie d'Alzheimer, alors que
ça C'est peut être juste une un carence. empoisonnement en métaux lourds ou Mhm. juste un déficit majeur en vitamine En B9 ou vitamine B9. B12. Oui. Et il y a un autre élément qui est vraiment, qui est du ressort de la Société internationale de médecine orthomoléculaire que je préside. Et il est temps qu'on partage les nouvelles recommandations au laboratoire parce que, bon, il est connu jusqu'à ces jours-ci que souvent les laboratoires vont mentionner qu'une valeur entre 170 voire 190 ou 200 jusqu'à 770 de millicentigrammes de vitamine B12 est suffisante, alors que non. C'est-à-dire que quand on est au maximum de ce qui était considéré comme bon, c'est finalement même pas le minimum requis. Et les nouvelles recommandations, c'est d'être entre 800 et 1200. Donc vous voyez que Mhm. une personne qui peut être à 780 considérée comme un taux élevé n'est même pas le taux bas. Parce que le taux bas, c'est 800 à 1200. Imagine que beaucoup de laboratoires mentionnent, par exemple, le taux de vitamine D normal à 12, voire à 30, ou de 30 à 100, alors que le taux normal de vitamine D, c'est de 80 à 100 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire 200 à 250 millimoles par litre. Et pour ce qui est de la vitamine B9, la plupart des laboratoires mentionnent que le taux normal est de 4 à 40, alors que les dernières recommandations mentionnent que le minimum c'est 20 et entre 20 et 40. Et pour la méthylcobalamine, par exemple, maintenant, nous recommandons chez une femme enceinte de prendre 1000 millicentigrammes par jour, donc des comprimés de 1000 millicentigrammes par jour, durant le premier trimestre du mois. Et le métafolique également, ou ça s'appelle également tétrafolique, un comprimé également par jour. Donc, vous voyez que le domaine de la prévention maintenant est capital. Et pour ce qui concerne la pandémie de taux bas de vitamine D, on va dire l'Algérie ou la Tunisie, c'est le pays du soleil quand même, hein, l'Afrique du Nord. Et pourtant, il y a une pandémie de taux bas de vitamine D. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans l'agriculture, l'usage des pesticides, partic- pardon, particulièrement le glyphosate, sature les récepteurs Saturé. de la vitamine D au niveau des noyaux des cellules. Donc, malgré un apport au soleil, donc UVB, malgré le fait de consommer les œufs avec jaune d'œuf liquide, malgré le fait de manger du gras, du beurre, ceci permet, c'est-à-dire néanmoins, un déficit. Et c'est pour ça que les cofacteurs sont importants pour avoir des résultats efficaces. Comment? Finalement, la vitamine D3, pour passer en intracellulaire, elle a besoin du magnésium. Et le magnésium a besoin du B1, B2 et B6. Donc, on revient au complexe Au B. complexe, oui. Voilà. Vitamine D à 150 milligrammes par millilitre n'est pas un danger pour la santé. C'est juste un taux élevé, donc un stock élevé. Il suffit de donner du magnésium avec un complexe B1, B2, B6, par exemple 2 fois par jour, pour assurer un passage intracellulaire. Donc un taux supérieur à 100 de vitamine D n'est jamais un danger, n'est jamais une toxicité, c'est juste un manque de cofacteurs, un manque de magnésium. Donc, quand il y a une supplémentation en vitamine D et on ne prend pas du magnésium, il n'y a pas d'absorption intracellulaire et c'est pour ceci que le taux peut être augmenté et ce qui est considéré comme un taux plasmatique élevé et non pas comme un taux toxique, contrairement à ce que mentionnent les laboratoires Tout à d'analyse. fait. Tout à fait, oui. On a une question aussi de Selma. La vitamine C et la gastrite, est-ce que ça colle pas en fait? Comment y remédier? Et si les bicarbonates n'est pas dangereux, de le prendre tous les jours dans la vitamine C. Ouais. Tout d'abord, il faut savoir que l'estomac est acide par nature, hein. Il faut Ouais. pas l'oublier. Et il faut pas oublier que la vitamine C, l'acide ascorbique,
dilué dans de l'eau, mais en petite quantité, permet une absorption gastrique de la vitamine C. Les dernières études de 2020 ont prouvé qu'en plus de l'absorption intestinale, il y a une absorption gastrique qui n'était pas connue, mais qui nécessite l'acide ascorbique lui-même. Et il faut savoir que les dernières études également de 2020 ont permis de comparer l'absorption de différentes formes de vitamine C, donc la vitamine C intraveineuse, la vitamine C liposomale et la vitamine C en poudre. Et donc, il a été prouvé que les trois types de vitamine C, sur moyen terme, c'est-à-dire de 6 semaines à 12 semaines, ils ont les mêmes taux d'absorption. Donc, qu'on prend de la vitamine C en poudre, liposomale ou intraveineuse, c'est le même bénéfice thérapeutique. Bon, tout en rappelant qu'on peut les associer les trois. Dans certains pays, on peut trouver les trois. Mais d'un pays à l'autre, il ne faut pas oublier que tous les types de vitamine C sont autant et aussi efficaces l'un que l'autre sur le moyen et le long terme. Certes, sur le court terme, donc dans l'étude de 2013 de professeur Thomas Levy et Nina Mikurova, ils ont prouvé que la vitamine C intraveineuse était plus rapide que la vitamine C liposomale, qui était plus rapide que la vitamine C en poudre. Mais ça, c'est sur le court terme. Mais sur le moyen terme, donc 6 semaines à 12 semaines, c'est le même taux d'efficacité. Et pour ceux qui, par exemple, désirent associer le bicarbonate de soude, il ne faut pas oublier qu'il y a des formes de vitamine C qu'on appelle l'ascorbate de sodium, l'ascorbate de calcium et l'ascorbate de magnésium. Et donc, c'est des formes alcalines. Bon, pour ceux qui désirent associer le bicarbonate de soude, par exemple, une cuillère à café avec une cuillère à soupe de vitamine C dans un verre d'eau, rien n'empêche de le faire. Et donc, juste, je rappelle que en remuant, il faut boire avant que ça stagne pour avoir cet effet neutre quelque part dans la prise thérapeutique. Voilà. Est-ce que le bicyclinate de magnésium est bon? Oui, il faut savoir que le magnésium, c'est vraiment le monde où il y a beaucoup d'études et beaucoup de, je ne vais pas dire de controverses, mais de vérités différentes. Et personnellement, en tant que président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire et en collaboration avec l'expert mondial numéro 1 du magnésium, qui est professeur William Grant de San Francisco, on a retrouvé que le corps humain, finalement, a besoin de toutes les formes de magnésium. Certes, vous pouvez commencer par le bisglycinate si cela vous enchante, mais il faut savoir qu'on a besoin de tout. Donc, du thréonate de magnésium, pyloate de magnésium, citrate de magnésium, sulfate de magnésium. Et donc, finalement, les différents types de magnésium ont toute leur place. Et moi, je recommande quand on prend de la vitamine, du magnésium, il existe maintenant des formes où les 4 formes de magnésium sont associées dans une seule capsule. Ça, c'est intéressant comme formule. Sinon, quand vous achetez, à chaque fois, ayez l'idée de changer de forme de magnésium. Bon, aujourd'hui, c'est pas les oligo-éléments, mais ça sera un autre jour. Mais juste pour vous dire que chaque type de magnésium a un bénéfice différent. Donc, pensez-y à changer à chaque fois le type de magnésium et ne pas rester dans la même structure moléculaire, car finalement, l'être humain a besoin de toutes les formes pour avoir toutes les capacités nécessaires. Et il ne faut pas oublier que le magnésium est un cofacteur dans plus de 1000 réactions dans le corps. Donc, vous voyez que c'est un outil indispensable. C'est un cofacteur. C'est également un ionophore, c'est-à-dire il permet de faire passer
Par exemple, la vitamine D en intracellulaire. Donc, c'est un outil important pour ne pas dire capital. Voilà. Est-ce que la prise des vitamines aujourd'hui, elle est réservée aux personnes qui sont dans un processus ou une démarche de retour aux bonnes santé, ou bien c'est recommandé aussi pour les personnes qui ne présentent pas de manifestations de maladies physiques? Et qu'en est-il pour les enfants aussi? Oui, il faut savoir que c'est un droit pour aller vers la bonne santé. Il faudra à l'avenir la supplémentation, l'inscrire carrément dans les constitutions de chaque république. Parce que si on veut une politique de bonne santé, et pour ne pas, c'est-à-dire attendre que la personne tombe malade pour la prendre en charge, il faut être dans une politique de prévention. Et la prévention est valable pour un sujet sain, mais également pour un patient atteint d'une maladie. Pourquoi? Parce que la démarche de prévention, dans ce cas, elle est thérapeutique. Et même chez un sujet sain, on peut trouver un bilan déséquilibré, euh, c'est-à-dire un déséquilibre plus important que chez les patients atteints. Parce que le patient atteint d'une maladie a fait une conversion organique où on peut trouver une biologie moyennement déséquilibrée. Mais parfois, chez une personne qui paraît saine, qui est dynamique, active, mais qui est en mode borderline ou burn-out, non déclaré, donc elle ne le sait pas, mais son corps le sait et sa biologie le sait, la biologie est déséquilibrée. Et c'est pour ça que faire un bilan périodique, moi je dirais 2 fois par an, ça serait intéressant, ou du moins une fois par an, ou du moins une fois tous les 2 ans pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, Ouais. serait intéressant pour évaluer parce que voilà, c'est très important. Et il faut savoir que, par exemple, pour la vitamine D, le magnésium, la B6, on les donne pratiquement depuis la naissance, premier mois. Dans les recommandations du mois en Algérie, on donne une ampoule de vitamine D3 à 200 000 unités au premier mois, puis à 6 mois, puis à un an et demi. Et donc, vous voyez que la vitamine D3, en plus de l'allaitement, c'est le garant d'une bonne immunité pour le nourrisson. Et ça, c'est très important, voilà, pour apporter le bénéfice thérapeutique. Et par exemple, tous ceux qui ont un problème thyroïdien, il est inconcevable d'essayer de corriger les valeurs thyroïdiennes si les valeurs du taux de vitamine D n'ont pas été corrigées. Et il faut toujours veiller à ce que le taux de vitamine D soit entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Pour les laboratoires qui utilisent les millimoles par litre, il suffit de multiplier ces chiffres par 2,5, ce qui va nous donner 200 à 250 millimoles par litre. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'il y a des doses toxiques pour les vitamines, Elias? Est-ce qu'il Alors, y a des doses toxiques? oui, c'est une bonne question. Il faut savoir que pour les vitamines, il n'y a pas de toxicité contrairement à ce qu'on croit. Il y a des taux élevés, certes, ce qu'on appelle des réserves plasmatiques élevées. Pourquoi? Par non-association de cofacteurs ionophores nécessaires. Par exemple, si quelqu'un va faire une automédication, il va prendre que la vitamine D3, par exemple. Même s'il va utiliser, par exemple, une ampoule à 200 000 unités chaque mois, ou bien une capsule à 50 000 unités chaque semaine, comme le recommande la prévention. Mais s'il ne prend pas de magnésium avec complexe B, le soir, par exemple, chaque soir, il ne va pas assurer une absorption intracellulaire. Donc, on va avoir un stock faussement élevé, parce qu'il est seulement élevé au niveau plasmatique, alors qu'au niveau intracellulaire, le déficit peut être total. On peut avoir des taux nuls de vitamine D3 en intracellulaire, alors qu'on peut avoir un taux de vitamine D plasmatique de 120 par exemple à 160 par exemple. Et donc finalement,
c'est des valeurs faussement élevées, c'est juste des stocks plasmatiques élevés, alors que les valeurs intracellulaires peuvent être nulles, voire effondrées. Donc c'est pour ça que le principe de la supplémentation, c'est que il faut oublier le principe de la molécule miracle. Bon, c'est vrai que sur un plan pédagogique, quand on va faire un cours, je vais dire règles d'utilisation de vitamine D, je vais énoncer les 19 règles par exemple, mais c'est pour des raisons pédagogiques. Mais même dans ces règles, on va parler du magnésium, du complexe B, et donc il faut avoir en tête que tout est lié. Donc, quand il y a une supplémentation adaptée, personnalisée, parfois on peut avoir jusqu'à 14 compléments alimentaires, le plus normalement du monde. C'est comme un hors d'œuvre varié. On a de toutes les variétés. Parfois, quand on fait une évaluation et on trouve des déficits multiples, on peut apporter cette association de supplémentation. Comme j'ai cité, donc la vitamine D qui nécessite le magnésium B1, B2, B6. Par exemple, la vitamine C qui nécessite la vitamine E pour être coactivée. Et la vitamine E qui nécessite la vitamine C, sans oublier la coenzyme Q10. Exemple, la vitamine E, souvent on ne le sait pas, en plus d'être un activateur de la vitamine C, il a une action anti-inflammatoire et antidouleur exceptionnelle, ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir s'en passer des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques, parce que l'avantage avec la vitamine E, c'est qu'on n'a pas d'effet secondaire et on peut faire face à des situations d'inflammation avec VS élevé à 2 chiffres, voire 3 chiffres, la CRP élevée à 2 chiffres, voire 3 chiffres. Même, ça permet également de prendre en charge des stases sanguines avec des dédimères élevés supérieurs à 1000, voilà. Et donc, vraiment, on a un outil exceptionnel dont des éléments qui sont souvent sous-estimés comme la vitamine E, qui a un rôle important dans toutes les maladies chroniques où il y a le volet inflammatoire. Donc, vous voyez que souvent, on oublie cette place prépondérante de toutes ces vitamines. Et je rappelle, par exemple, à l'égard de cette question sur la vitamine D par rapport à la femme enceinte, que ce soit une femme enceinte, une femme allaitante, un adulte ou même un enfant, la prescription du taux de vitamine D ne dépend ni de l'âge, ni du poids, ni du sexe, mais dépend exclusivement du taux biologique de vitamine D. Donc, vous voyez que dans certains cas, il y a une importance pour évaluer, c'est-à-dire sur un plan organique ou autre, mais dans le cas de la vitamine D, c'est une relation strictement biologique. Et sans oublier, par exemple, quand on fait une prescription du complexe B, autant aller vers tous les vitamines B parce qu'elles ont un rôle exceptionnel. Je vais citer la vitamine B5, B8, biotine, donc bépantène B5, biotine B8. Souvent, on l'utilise pour avoir une belle qualité des cheveux, une belle qualité des ongles ou même de la peau à l'égard des rides. Mais ça va au-delà. Beaucoup d'études ont montré que dans la démence sénile, c'est une des premiers éléments qu'on va trouver bas. Il y a eu également des études qui ont montré que la vitamine B1, donc la thiamine, et la pyridoxine, qui est la B6, donc cette association B1-B6, a un rôle important pour booster beaucoup d'éléments sur le plan de neurotropisme, mais également comme prévention également, surtout la B1 à l'égard du cancer et autres. Et la riboflavine, donc la vitamine B2, qui doit être associée à ce complexe, a un rôle exceptionnellement important. Et donc, vous voyez, on a pratiquement abordé, tout à l'heure, on avait abordé la forme méthylée de la B9, de la B12. On vient d'aborder
la B8, la B5 avec son côté dermato, mais également son côté neuro. La B1, B2, B6 comme cofacteur de la vitamine D. Donc, on voit finalement que plus on a une variété en vitamines, plus il y a une réponse aux besoins du corps et il faut revenir à préciser que les vitamines, c'est des compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, qu'il n'existe aucun effet néfaste ni sur les reins, ni sur le foie, mais qu'il est important de savoir donner les cofacteurs associés nécessaires, comme par exemple dans ce cas le magnésium et dans d'autres cas d'autres éléments bien précis. Merci beaucoup, Ilyes. Et quand on fait cette démarche, en fait, quand on prend la prescription des vitamines comme a été prescrit selon les dosages faits, est-ce qu'il faut refaire les analyses pour vérifier? Excellente Est-ce que, question. Voilà. Parce que ça, c'est important. Parce que il faut savoir que quand on prescrit, il y a trois objectifs. Premier objectif, on peut avoir ce qu'on appelle l'objectif de la supplémentation, simple. Donc, vous êtes en bonne santé, vous allez venir à Tunis du 1er au 2 mai, donc vous allez soit voyager en voiture, soit prendre l'avion. Vous vous dites, pour éviter un surmenage d'avant, pour être dynamique le jour même, voilà, je vais prendre quelques semaines avant, 2 semaines avant, et durant le séjour et 1 semaine après pour avoir les 3 semaines de supplémentation. Ça, c'est une supplémentation préventive, ce qu'on appelle d'ancrage. Ancrer les vitamines dans le corps. Alors, la même prescription, imaginez, la même prescription. Si on va vers 6 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que dans le temps, la terminologie va changer. Vous aurez l'ancrage, mais vous ferez avec une détoxication également. Par exemple, la vitamine C, également la vitamine D associée au magnésium, donc magnésium, vitamine C. Je rappelle que la vitamine B3, la niacine, c'est un excellent élément de détox de l'organisme. C'est vraiment exceptionnel, que ce soit à l'égard des rayonnements électromagnétiques, des pesticides, à l'égard des métaux lourds, la niacine, à condition de l'utiliser sans flush, on peut aller à 3 grammes. Si vous l'utilisez flush, il faut faire attention parce que vous pouvez être surpris par ce flush qui peut ressembler à un sticker et qui peut ressembler à la situation comment on l'appelle, John Banner quand il devient Hulk. Donc cette sensation de contraction musculaire, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça que la niacine avec flush, on doit prendre uniquement 500 mg, mais en allant dormir, c'est-à-dire en commençant à avoir les yeux qui se ferment, vous pouvez prendre pour avoir ce flush en début de sommeil. Et là, ça va renforcer votre sommeil profond. Tandis que si vous le prenez durant la journée, vous allez avoir un visage rouge, un buste rouge et une envie de gratter. C'est un peu désagréable. En Algérie, on a la niacine sans flush, donc le problème ne se pose pas. Mais c'est juste pour préciser, pour ceux qui sont en Europe ou dans les autres pays, possible qu'ils ont la forme avec flush, il y a une différence. Donc, vous voyez, en prenant 6 semaines, vous allez, la vitamine C, vous prenez 3 semaines, vous êtes dans une dynamique de supplémentation. Vous arrivez à 6 semaines, vous êtes dans une dynamique de détoxication. Et il faut savoir qu'en arrivant à 12 semaines, donc on a 3 semaines de supplémentation, la même chose, mais 6 semaines, c'est une détox, sans oublier la supplémentation. Mais en allant à 12 semaines, vous avez associé la supplémentation préventive, la détoxication, mais vous avez enchaîné avec la réparation. C'est pour ça que je recommande que s'il y a une supplémentation, de faire un bilan tous les 6 semaines, même si la thérapie est de 12 semaines. Pourquoi? Pour ajuster, les doses. Et deuxièmement, l'évaluation peut se faire comme ça tous les 6 semaines pour ceux qui ont une maladie chronique, du moins. Mais et il faut savoir, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne va prendre une bonne supplémentation de vitamine D
Et par exemple, elle était par exemple à 30. Et imagine, elle prend une bonne dose de vitamine D, prescrite, une dose thérapeutique efficace personnalisée, tous les compléments qu'il faut. 6 semaines après, elle refait le bilan et elle trouve un taux de vitamine D encore plus bas. Oui. C'est pas que c'était pas efficace, mais c'est que c'est les besoins du corps qui étaient énormes. C'est comme quelqu'un qui est déshydraté, mais ne le sait pas. À l'instant où il va boire son premier verre d'eau, il va dire, waouh, j'ai soif. Donc, quelque part, il a même une déshydratation cérébrale, ce qui n'est pas Mm. bien. Et là, il va boire un second verre d'eau. Il va dire, waouh, j'avais vraiment soif, mais j'étais pas conscient soit de l'insolation ou la déshydratation. Et donc, vous voyez que c'est vraiment des éléments qui sont importants à prendre en considération. Donc, et à chaque fois que vous allez refaire le bilan, la prescription prendra la même démarche. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais supplémenter tous les 6 semaines quelqu'un avec la vitamine D et tout ce qui va avec la vitamine C. Et finalement, on trouve que les résultats biologiques sont étonnamment pas à l'optimum. On va pas dire que c'était pas efficace. Non, on n'a pas cherché les causes. On va faire comme les médecins d'avant, hein, les médecins des années 70, qui étaient exceptionnels. Moi, je me souviens, en étant enfant, on ouvre la bouche, hein, on vérifie les dents, mais on oublie, la docteur Aïda Rebaï est dentiste, donc ça, c'est à la base. Et donc ça, c'est un examen important. Il faut savoir que les amalgames de couleur noirâtre ou grisâtre, c'est du mercure, parce qu'à une Ouais. époque, voilà, l'alliage utilisait du mercure, alors que maintenant le composite c'est différent. Et donc c'est pour ça que si quelqu'un a plusieurs dents avec amalgame, par exemple de couleur grisâtre ou noirâtre, là il faut voir est-ce que vu par exemple il y a un équilibre à rechercher, équilibre santé. Et donc si une personne a une maladie chronique et en même temps des dents avec amalgame de couleur grisâtre ou noirâtre, ben autant extraire des dents et non pas les remplacer. Parce que parfois remplacer, même si on utilise une gouttière, il y a un risque d'empoisonnement, triple empoisonnement par voie aérienne, sublinguale et digestive, parce qu'on va avaler. Et c'est pour ça qu'on doit évaluer, bien étudier, comment dire, bonus-malus, si on veut. Bon, Mais, c'est vrai, s'il y a une dent qui est pivot pour faire le stylite, ben, vous pouvez pas l'enlever. Mais au lieu d'enlever l'amalgame rapide, non. Vous allez par exemple faire une détox par niacine, B3, par le NAC, N-acétylcystéine, par le chardon-marie, par la vitamine C tout simplement, par le magnésium, par l'eau tiède avant de dormir et au réveil. Et après, par exemple, après 3 semaines, là, vous allez faire les soins dentaires. Donc, avoir cette attitude de détox, puis soins, puis détox après les soins, va permettre d'avoir des résultats. Donc, voilà, on va faire une détoxication. On va évaluer, par exemple, est-ce qu'il y a la personne quelle est sa profession? Si elle est dans une zone industrielle, par exemple, pétrochimique ou autre, si elle est dans, par exemple, un artisan bijoutier, il ne faut pas oublier qu'il utilise du cyanure et du mercure pour ouais, c'est retravailler vrai. l'or. Ouais. Il y a mille et un métiers, le taulier, le peintre, hein, il y a plein de produits. Et ceux qui travaillent dans la cimenterie, hein, il y a de l'arsenic, il y a du plomb. Et donc, Mm. c'est des éléments importants. Et donc, la supplémentation doit être combinée à la détoxication pour avoir un résultat efficace et surtout traiter les causes et en générer la maladie. Je dirais par exemple, à l'heure actuelle, bon malheureusement il n'y a pas dans notre pays, mais il faut savoir que c'est le moment d'investir dans des startups. Par exemple, un appareil, un ozonisateur, donc un simple générateur d'ozone, qu'on va mettre dans une bassine où il y a de l'eau, du fruit et des légumes. Il va faire papoter cette eau et il va libérer tous les pesticides existants. Ça, c'est un investissement intéressant
parce qu'on doit lutter contre la présence des pesticides avant de consommer les fruits et les légumes. Voilà, grosso modo, ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Ilyes. Donc, il y a des questions pour les maladies cœliaques. Est-ce qu'il faut doser plus les vitamines pour parer à la mauvaise absorption? Oui, il faut savoir également savoir quel type de forme prescrire. Par exemple, les formes méthylées donnent de meilleurs résultats, surtout pour la B12 et la B9. Il est important de voir, par exemple, nourrir le microbiote, par exemple, le kéfir aux fruits, le kéfir au lait. Nourrir le microbiote permet d'améliorer l'absorption. Éviter, par exemple, l'usage des inhibiteurs de la pompe à protons qui peuvent entraîner une porosité intestinale et une inflammation. Faire un programme nutritionnel anti-inflammatoire associé en supprimant la farine blanche raffinée et le sucre blanc raffiné permettra d'avoir d'excellents résultats. Alors la question, est-ce qu'un cancéreux peut enlever une dent? Plan B, certainement. Ben oui, et c'est même capital et c'est Oui, thérapeutique. Et ça doit indispensable. être, à notre époque, quand j'étais au centre Pierre-Marie Curie, au CHU Mustapha Pacha à Alger en 1989, 88-89, ben je me rappelle que les patients devaient avoir une belle dentition avant de venir à la première consultation, c'est-à-dire extraire toutes les dents avec amalgame de couleur grisâtre ou noirâtre. Donc ça, c'est des éléments importants pour prendre en charge globalement le patient et non pas uniquement la maladie, parce qu'on doit aller vers les causes ayant généré la maladie. Tout à fait. C'est toujours, en fait, c'est toujours intéressant, important en fait de le rappeler, d'aller à la cause, parce que même en parlant de supplémentation de vitamines et tout ça, l'importance d'aller à la cause de ce qui a généré la maladie est vraiment capitale et ne pas se suffire à à guérir la pathologie ou plutôt à pallier aux symptômes ou les manifestations de la pathologie. Donc, c'est vraiment capital et ce n'est pas assez de le rappeler. Donc, on continue à répondre à quelques questions avant de clôturer l'échange qui est passionnant, qui est plein de connaissances à apprendre, même au niveau du citoyen, hein, pas nécessairement être un professionnel. Donc, et, et, euh, et c'est vraiment d'une valeur ajoutée à notre quotidien parce que notre alimentation a beaucoup changé avec les pesticides, les, euh, les aliments modifiés en fait. Donc c'est vraiment très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on met dans nos plats et qu'est-ce qu'on consomme aussi par la bouche. Donc Inès dit alors attention, les dentistes doivent être formés à l'extraction des amalgames. Ben, justement, c'est comme Dr Elias l'a mentionné, ben, l'extraction de l'amalgame, justement, il est très controversé Délicat. parce que Voilà. voilà, controversé et délicate parce que il y a aussi les risques d'inhalation et les risques d'absorption, que ce soit par voie buccale ou par voie nasale. Et donc ça peut être encore plus dangereux. Et Donc surtout, s'il y a une maladie où le pronostic vital est engagé quelque part, entre engagé, ouais. guillemets, ben là, on ne doit pas négocier. Je pense l'extraction dentaire s'impose Mm. pour éviter le risque de surempoisonnement et surtout pour enlever les causes ayant généré la maladie. Moi, je me souviens d'un patient, la trentaine, qu'on m'a ramené pratiquement comme un mannequin. Il était en akinésie Mm. et en l'examinant, il pouvait même pas ouvrir sa bouche. Bon, certes, c'était un grand tabagique avec des dents nécrosées, mais des amalgames de couleur noirâtre. Eh ben, juste par l'extraction des dents nécrosées et avec amalgame noirâtre,
Je me souviens, c'était en 6 semaines. Je l'ai même pas reconnu parce qu'il a pu réavoir cette souplesse pour ouvrir sa bouche, alors qu'il s'alimentait avec une paille. Il a pu commencer à s'alimenter avec la soupe et toutes les choses qui vont avec. Et après, il est passé à la viande hachée saignante et avec un bon régime carnivore, 6 œufs par jour avec jaune d'œuf liquide. Et il a récupéré vraiment sa santé d'une manière exceptionnelle. Magnifique, ça fait plaisir d'entendre ça. Pour le syndrome néphrotique, quelle vitamine préconiser, Elias? Ben, toutes les maladies, la prescription doit être personnalisée, non pas par rapport à la maladie, mais par rapport au bilan biologique. Donc, un bilan biologique global doit être demandé. Ben, sur le plan vitamine, on demande toujours taux de vitamine D, la B12 et la B9. Elles doivent être corrigées. On doit demander un bilan inflammatoire, c'est la vitesse de sédimentation à 1 heure et la CRP, la C-réactive protéine. On doit également vérifier est-ce qu'il y a une stase sanguine ou pas. Donc, on va demander les D-dimères. On va demander également si il n'y a pas des réactions de lyse ou d'autolyse. Donc, on va demander ce qu'on appelle le LDH et le CPK. Bien entendu, on va demander le dosage de la TSH, donc la fonction thyroïdienne, tout en rappelant que la fonction thyroïdienne est liée au taux de vitamine D. Ne pas oublier le diabète, donc on va demander un taux d'hémoglobine glyquée, voire triglycérides et glycémie. Demander un bilan hépatique, transaminase, phosphatase alcaline et gamma-GT. Bon, ça, en général, c'est le bilan global. Mais ce que j'insiste beaucoup, c'est taux de vitamine D, B12, B9, CRP et VS, TSH et hémoglobine glyquée pour ne pas passer à côté de choses importantes. Bon, bien sûr, quand il y a un syndrome néphrotique ou une insuffisance rénale, on va Voilà. demander l'ionogramme sanguin, l'urée et la créatine. Alors, il y a plein de questions. On n'a pas le temps pour répondre à toutes les questions. Donc, si vous êtes justement curieux et passionné, bon, rejoignez-nous le 1er et le 2 mai à Tunis. Comme ça, on s'approfondit beaucoup plus sur les questions et on échange aussi sur plein d'autres questions et plein d'autres dimensions qui concernent la bonne santé de l'être humain. Parce que ce n'est qu'un volet en fait qu'on aborde tous les soirs, mais tout est interlié, tout est interconnecté. Parce que même, par exemple, on a abordé le volet émotionnel les semaines passées. Et je sais que quand le corps est apaisé, eh ben, c'est l'occasion aussi de libérer les émotions. Donc, il y a certainement une corrélation entre alimentation saine, donc sécurité et apaisement du corps et libération émotionnelle. Donc, tout ça, c'est interlié. Ben, c'est l'occasion justement de profiter et de bénéficier de toutes ces échanges et toute cette connaissance entière, globale, la vision globale du protocole pendant les enseignements du docteur Barley à Tunis le 1er et le 2 mai. Donc, n'hésitez pas. Connaissant docteur Elias Barley et connaissant ses enseignements, ce n'est pas que des connaissances, ce n'est pas que des informations que vous allez recevoir. C'est carrément une transformation dans la manière de voir les choses, dans la manière de regarder, que ce soit le patient, que ce soit la pathologie, que ce soit le thérapeute que vous êtes ou le patient conscient que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 1er et le 2 mai à Tunis. Et donc voilà, je pense que je vais clôturer sur cette question-là, la maladie d'Hashimoto, les vitamines ou quoi faire pour faire baisser les anticorps anti-TPO. Déjà, les auto-anticorps, c'est qu'il y a une autolyse. Et bon, premièrement, c'est voir le taux de vitamine D, voir TSH et le niveau des auto-anticorps, surtout corriger le taux de vitamine D, voir le côté CRP, VS pour voir l'inflammation, donc ça va être vitamine E, pardon, et la coenzyme Q10, hein. Mais il n'y a pas que ça.
en général, maladie de Hashimoto, c'est les non-dits sur le plan émotionnel. Mm, Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme non-dit en 6 ans et demi et 13 ans? mm. Il faut chercher, est-ce qu'il y a des empoisonnements aux métaux lourds ou aux pesticides? Il faut faire la détoxication nécessaire globale, mais également la détoxication personnalisée. Et il y a lieu de faire la supplémentation adaptée, personnalisée. Donc, vous voyez que c'est un tout, c'est une prise en charge globale. Juste pour répondre pour les gens qui s'inquiètent, pourquoi je réponds pas rapidement, il faut savoir que je reçois beaucoup d'emails chaque jour et donc j'ai chaque jour un retard pratiquement d'une semaine pour pouvoir répondre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai répondu au mail du 31 mars. Pourtant, on est le 7 avril. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un retard d'une semaine, mais je réponds à tout le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais sinon, voilà, donc on est là à votre service pour apporter. Et on est en train de former pour que les médecins de proximité vont vous prendre en charge parce que mon objectif, c'est la généralisation de l'utilisation du protocole hybride orthomoléculaire et de l'approche thérapeutique intégrative globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Je pense Tout qu'il y à a une fait. question qui vous Oui, concerne. Est-ce qu'il tout faut à être fait. médecin pour être présent à Tunis? Voilà. Ben justement, et surtout pas. En fait, il n'y a pas de, il faut être médecin. Ben, on a dit que même le patient conscient, passionné de la bonne santé, de la du mindset, en tout cas, de l'état d'esprit, de vivre en bonne santé et qui est ouvert à se connaître en tant que être humain dans son corps, dans son esprit, dans cette ingénierie humaine. Donc, il est aussi le bienvenu. Et c'est accessible en fait. Ce sont des connaissances et des enseignements accessibles même pour les personnes qui ne sont pas médecins. Donc, merci Omalayana pour la question Et et bien entendu, les médecins, les pharmaciens et les dentistes sont les bienvenus. Voilà. bah, bien sûr, c'est Les les premiers plus, concernés. c'est les Sans premiers oublier les concernés. biologistes, les biochimistes, parce que le domaine, c'est un domaine de biochimie également, les psychologues et bien plus. Hein. Voilà. Ouais. Donc oui, Ahlem, le replay sera diffusé sur Cœur Valley, Instagram. Donc vous le trouvez juste après le live. Et les psychologues, oui, tout à fait, les psychologues aussi, ils sont les Je sais. bienvenus. Donc voilà. Euh, oui, le replay se trouvera sur Instagram et il est aussi disponible sur la chaîne YouTube Cœur Valley pour les personnes aussi qui veulent le visualiser avec les sous-titrages. Parce qu'on a eu aussi des demandes de sous-titrage en anglais ou en espagnol, en brésilien, en portugais. Donc, vraiment, ça fait plaisir que ça intéresse les gens dans les quatre coins du monde. Et donc, comme sur YouTube, c'est une fonction automatique de visualiser avec les sous-titrages. Donc, vous pouvez trouver les replays sur la chaîne YouTube Cœur Valley et vous pouvez les visualiser avec les sous-titrages. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci Ilyes pour ta présence, pour ta bienveillance, pour Avec toute plaisir. la valeur que vous apportez. Donc, et restez connectés. Il y aura toujours des informations à diffuser et des échanges intéressants à communiquer. Voilà. Ben, je rappelle que pour demain, après-demain et le surlendemain, les inscriptions sont déjà closes et que c'est réservé uniquement aux médecins oncologues inscrits, médecins radiothérapeutes inscrits, médecins chargés des patients atteints du cancer inscrits. Donc, on a déjà la promotion. Il y aura d'autres promotions. Alors, je donne une bonne nouvelle. Il y aura une session spéciale sur 4 jours du 22 au 25 juin 2026 à l'université de Temouchent. Et là, c'est ouvert également aux médecins, aux pharmaciens, dentistes et autres. Et c'est sur 4 jours. Donc, c'est une autre
version pour le futur. Mais entre-temps, 1er de mai à Tunis. Oui, donc j'invite aussi mes confrères et mes consoeurs tunisiens de nous rejoindre